J'aurais dit, mais les gens ne nous croient plus, parce qu'une défiance s'est installée à l'égard de l'Union européenne et à l'égard de la France, il faut bien le dire. Le sentiment anti-français est globalement faible dans les 10 pays les plus prospères d'Afrique. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, le Kenya, l'Angola, l'Éthiopie, le Ghana et la Tanzanie. Hormis la rente mémorielle algérienne, il faut plonger au 11e la Côte d'Ivoire, au 15e le Cameroun et au 19e rang le Sénégal en termes de produit intérieur brut pour qu'affleure la question d'un tel sentiment. La caractéristique commune de ces pays, c'est qu'ils sont tous des anciennes colonies françaises. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi la France est détestée en Afrique. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car je vous dirai à la fin quels sont les chefs d'État africains qui utilisent cette détestation de la France à des fins politiques pour se maintenir au pouvoir. On ne veut pas de la France ni des Français. On est libre de choisir ce qu'on veut. Ce qu'on appelle sentiment anti-français en réalité est une hostilité des Africains contre la politique française en Afrique. Ce n'est pas nouveau, il remonte à la période coloniale où la France a imposé sa domination sur une grande partie du continent en exploitant ses ressources, en réprimant ses résistances, en imposant sa langue et sa culture. Après les indépendances, la France a maintenu son influence sur ses anciennes colonies à travers des accords de coopération militaire, économique, culturelle, qui lui permettaient de garder un contrôle sur les affaires internes. La France a aussi soutenu des régimes autoritaires et corrompus qui lui étaient favorables, au détriment des aspirations démocratiques des peuples africains. Remettons toutefois les choses à l'endroit. En Afrique, comme dans tout le sud global, ce qui s'exprime avant tout est un sentiment anti-occidental. Mais la présence américaine, comme toute force armée étrangère, est aussi de plus en plus contestée au sein des populations de la région. Avec l'effondrement de l'Union soviétique, l'Occident, vainqueur du communisme, commis par arrogance quelques erreurs d'appréciation. L'une fut de penser qu'une large diffusion de l'économie de marché suffirait à conduire tout naturellement la communauté internationale vers la démocratie représentative. L'autre a été de croire que la conception universaliste des droits de l'homme était consensuelle et à ce titre légitimement prosélyte. Or, aucune de ces certitudes ne s'est vérifiée. La mondialisation permis surtout à la Chine de devenir l'atelier du monde, et même de plus en plus souvent son laboratoire. En contestant à l'Occident le monopole de la puissance, l'empire du milieu offrit aux pays en développement, donc à l'Afrique, une alternative prouvant qu'il n'y avait pas d'antinomie entre la croissance économique et l'autoritarisme, que la recherche de l'harmonie collective valait bien l'exacerbation d'un individualisme forcené, et que les autocraties ou les démocratures pouvaient être efficaces au point de rendre les vraies démocraties minoritaires au sein même de l'Organisation des Nations Unies. En effet, en 2022, sur les 193 États membres de l'ONU, seulement 86 étaient des démocraties, soit 46%. Confrontés à la montée des inégalités, à l'impatience d'une jeunesse mieux formée et à leurs propres insuffisances, les pouvoirs établis trouvèrent dans le sentiment anticolonial un dérivatif facile en même temps qu'un chemin alternatif vers l'émancipation. En resserrant maintenant la focale sur l'Afrique francophone, ce sentiment anti-occidental se transforme mécaniquement en un sentiment anti-français. Il varie d'ailleurs beaucoup selon les régions, exacerbé au Sahel, modéré à Madagascar, économique au Sénégal, plus politique en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou au Gabon. Pour autant, ces manifestations restent les mêmes. Au nom d'un dégagisme dont l'Afrique n'a nullement le monopole, la rue couvre les murs de slogans insultants, brûle drapeaux et portraits, pille les centres culturels et vomit l'armée française. Il s'ajoute à cela un rejet spécifique de la France, nourri par le ressentiment, donc une accumulation de frustrations passées qui blesse la raison autant que le cœur des Africains. Tout d'abord, en novembre 1959, la cristallisation des pensions des anciens combattants de l'Union française et leur massacre à Thiaroye fut vécu comme une humiliation et une injustice intolérable. Tout ce qui fut entrepris par la suite pour glorifier l'armée d'Afrique fut vécu comme un rattrapage surjoué. Cette blessure d'amour-propre ne s'est jamais vraiment refermée chez les anciens. Les événements qui ont eu lieu ici en décembre 1944 sont tout simplement épouvantables.
Ensuite, en septembre 1986, l'instauration de visas obligatoires pour les Africains se rendant en France, suivie en mai 2011 de la circulaire Guéant durcissant les conditions de délivrance des titres de séjour aux étudiants africains, a aggravé un sentiment d'iniquité pesant encore lourd, tout spécialement parmi les élites. Cet étudiant mauritanien est dans l'attente de la décision du ministère. Stagiaire dans une entreprise, il a postulé à une offre de CDI, mais sa candidature a été refusée sans raison valable. Enfin, après le basculement provoqué par la guerre civile au Rwanda en 1994, les interventions militaires en Côte d'Ivoire, en Libye, au Mali et en République centrafricaine, au nom d'une lutte non conclusive contre le djihadisme, finirent par être vécues avec sincérité ou grâce à d'habiles propagandes, comme autant d'ingérences dans les affaires intérieures africaines. Le ressenti joue également un rôle important face à plusieurs symboles de la présence française en Afrique. Tout d'abord, les entreprises françaises tenant des positions historiques fondées sur une économie de rente plutôt que de transformation. Malgré une compétition toujours plus vive et un pressant appel du président Emmanuel Macron à se réveiller, ces entreprises françaises forment toujours un club actif doté de relais influents. La jeunesse africaine les perçoit désormais comme des entités prédatrices. On est là pour sensibiliser sur le projet pétrolier ICOP en Afrique de l'Est, mené par une compagnie française, Total. Ensuite, les bases militaires offrant l'avantage de prépositionner des effectifs et incarnant une présence dont l'acceptation dépend avant tout de la considération portée aux accords de défense conclus avec la France. Ces bases ont suscité un rejet qu'ont parfois encouragé les redéploiements contraints et hâtifs. Il leur est désormais promis un avenir plus académique, plus inclusif et moins hiérarchique, au point d'évoquer une cogestion avec comme objectif déclaré l'atténuation de leur empreinte politique. Et donc ces bases ne seront pas fermées, mais elles seront réaménagées et elles deviendront académies, bases conjointes, etc. Il reste que ces bases militaires ont alimenté un désir de recouvrer, fût-ce de façon formelle, l'une des compétences régaliennes par excellence. Quelle que soit la politique migratoire suivie, la révolution numérique offre à la jeunesse africaine une liberté de mouvement virtuel à laquelle la liberté de circulation physique ne pourra jamais se mesurer. En outre, si les postes diplomatiques français font de leur mieux avec les moyens qui sont les leurs, les guichets consulaires français donnent de la France une première image que l'on pourrait souhaiter plus avenante. Un mot enfin du franc CFA. Cet héritage pourrait bientôt laisser place à l'écho en Afrique de l'Ouest. La France se déclarant disposée à accompagner un mouvement semblable en Afrique centrale. Après avoir subi de plein fouet les effets d'une dévaluation de moitié décidée depuis 1994 par Paris, le mot franc dissonne désormais aux oreilles africaines. Cela est d'autant plus important que le numéraire conservera encore longtemps un rôle prépondérant dans la vie quotidienne, notamment dans l'économie informelle. Depuis 2019, la France se trouve pourtant dans une situation plutôt baroque, puisqu'elle ne siège plus au Conseil de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont les réserves ne sont plus déposées sur le compte d'opération ouvert au Trésor français. En revanche, elle garantit toujours la parité et la convertibilité du franc CFA. Elle n'a donc ni le beurre ni l'argent du beurre, et moins encore le sourire de la crémière. Pourquoi alors tant de haine? Cette question taraude tous ceux qui ont consacré une partie de leur vie à l'Afrique. Aussi convient-il de rechercher les ferments alimentant de part et d'autre cette amertume, et de le faire d'autant plus sincèrement que c'est par leur juste compréhension que pourront être apportés certains éléments de réponse. Du côté de l'Afrique, 3 éléments parmi d'autres doivent être soulignés. Tout d'abord, du Caire au Cap, de Dakar à Addis Abeba, la jeunesse se vit désormais comme africaine. Il ne s'agit pas tant d'un panafricanisme aux origines obscures que d'une fierté continentale s'affirmant d'une façon d'autant plus extravertie que tout le monde, y compris au forum de Davos, parle de l'Afrique comme du grand continent de demain. Nombre d'intellectuels africains ont théorisé cette identité nouvelle, à l'instar de Diallo Diop, Achille Mbembe, Moustapha Sow, Felwine Sarr, Leonora Miano et Kaku Nabupo, dont plusieurs fréquentèrent les universités américaines. Les réseaux sociaux leur emboîtent le pas en excitant l'acrimonie d'une jeunesse désœuvrée. France dégage au Sénégal, le ballet citoyen au Burkina Faso, Filembi au Congo, Lina au Tchad. Toutes ces communautés virtuelles offrent un terreau propice aux habiles propagandes des pays illibéraux ou des groupes radicaux que les vulnérabilités africaines attirent davantage.
D'ailleurs, en matière de propagande, on aurait tort de cantonner l'activisme du groupe russe Wagner aux prédations violentes de ses miliciens sans scrupules, en oubliant l'impact délétère de la guérilla informationnelle menée par sa filiale Internet Research Agency. Pour Wagner et le feu Yevgeny Prigojine, les mortiers et les claviers mènent un même combat. Résultat, selon une étude du PSB Research Institute publiée en 2020, l'image de la France est négative pour 58% des jeunes togolais, 60% des jeunes maliens et 68% des jeunes sénégalais. Ensuite, le sentiment anti-français permet au régime en place de se défausser de leurs responsabilités, selon Francis Akindes, professeur à l'université de Bouaké. La jeunesse africaine n'a connu ni la décolonisation, ni le tiers-mondisme, ni l'ajustement structurel, ni la fin de la guerre froide, ni le traitement de la dette. En revanche, elle vit tous les jours les effets de politiques inadaptées, subit l'arrogance d'inégalités croissantes et pâtit de l'impuissance à contenir le djihadisme ou plutôt le populisme théocratique. Pour les pouvoirs établis, la solution est donc simple. Elle consiste à flatter le dépit de cette jeunesse afin d'échapper à leurs propres responsabilités. Face à cette situation, certains chefs d'État africains ont trouvé le moyen facile de se maintenir au pouvoir et de détourner l'attention des problèmes internes. Jouer sur le sentiment anti-français. En accusant la France d'être responsable de tous les maux de l'Afrique, en dénonçant son ingérence, son néocolonialisme, son pillage des ressources, ces chefs d'État cherchent à se poser en défenseurs de la dignité et de l'identité africaine. C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en 2016, la France n'était... Mais en réalité, ils ne font que masquer leurs propres responsabilités dans la pauvreté, le chômage, l'insécurité, la corruption, les violations des droits de l'homme qui affectent leur pays. Ils utilisent aussi le sentiment anti-français pour justifier leur refus de réformer leurs institutions, de respecter les règles démocratiques. C'est ainsi que les pires dictateurs du continent deviennent du jour au lendemain des panafricanistes sans que la population elle-même ne se rende compte de la supercherie. Pour reprendre les mots d'Achille Mbembe, il s'agit de formes de construction d'un bouc émissaire qui permet de ne rien faire de son côté. Enfin, trop de blocages enferment encore les sociétés africaines dans un clivage mortifère. Le principal est sans doute leur inaptitude à assurer une relève générationnelle décente. L'âge médian de la population est de 44 ans en Europe et de 19 ans en Afrique, quand celui des dirigeants est de 53 ans en Europe et de 63 ans en Afrique. La seule relève générationnelle procède de coups de force propulsant des capitaines trentenaires qui, sitôt installés, repoussent toute transition démocratique afin de conserver leur position nouvelle. La jeunesse africaine, surtout la mieux formée, ne peut plus supporter le joug des doyens. Son exaspération est inconsolable d'appartenir à une société ouverte dans un système clos.